Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute! Ici Lionel Levac. Beaucoup reste à faire pour structurer une filière boulangère solide au Québec. La collaboration et la concertation entre tous les maillons de la chaîne devront encore être développées. Toutefois, il est évident qu'une filière boulangère s'articulera plus facilement dans la mesure où elle pourra compter sur la production de volumes plus importants de blé local. L'approvisionnement en blé du Québec est l'un des enjeux majeurs abordés à l'occasion du rendez-vous de la filière boulangère tenu récemment. J'y étais, voici mon reportage. L'objectif est clair. La filière boulangère, filière qu'on veut s'assurer qu'elle soit de plus en plus québécoise. Christian Overbeck est président des producteurs de grains du Québec et président de Concertation Grains Québec, deux organisations qui ont collaboré à l'initiative de Boulangerie Québec ou, si vous préférez, du Conseil de la boulangerie du Québec, rattaché au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le CETAC. Donner de la vigueur à la filière boulangère, un objectif qui trouve beaucoup d'appui. Arnaud Lebourg, directeur principal au marché agroalimentaire chez Desjardins. Aujourd'hui, Desjardins est fier d'être partenaire de ce bel événement qui rassemble des passionnés de toute la filière boulangère. Notre partenariat et notre implication, à titre de présentateur de cette première édition, permettant aux différents maillons de la chaîne de se rencontrer et d'échanger, est bien sûr un incontournable pour nous. Vous êtes des gens visionnaires et engagés. Vous faites avancer la production boulangère québécoise à pas de géant. Votre passion est aussi celle de notre grande équipe de directeurs et directrices de comptes agroalimentaires qui ont à cœur de vous accompagner dans l'ensemble de vos projets et de faire équipe avec vous pour propulser vos entreprises. Revenons aux producteurs avec Christian Overbeck. Des journées comme aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'inviter puis de rassembler des acteurs de cette filière-là, de se connaître puis d'ouvrir probablement des horizons plus grands que ceux qu'on avait avant de rentrer dans la salle. On recherche à ce que les acteurs puissent mieux se comprendre, mieux se connaître. Le deuxième élément, c'est de comprendre quels sont les enjeux, les défis que nos partenaires ont à vivre à l'intérieur de cette filière. Puis en comprenant mieux les besoins, les attentes, les défis des autres, ça peut nous donner la chance de modifier nos éléments pour qu'on ait une filière qui est plus performante. Et de cette façon-là, de créer un sentiment d'appartenance de plus en plus grand au fil des années. Et vous comprendrez que cette filière-là, tant qu'on en jase, c'est écrit du semencier jusqu'au boulanger, mais ça va du monde de la recherche jusqu'au consommateur. Et à la base, il faut produire davantage de blé panifiable. Le contexte général doit devenir plus stimulant pour les producteurs. Donc, à la base, s'assurer d'avoir une fourniture de produits faits par les producteurs québécois en tant que tels. Donc, comment entourer le producteur, la productrice, à devenir plus en confiance en augmentant ses superficies dans la production de blé. Vous comprendrez que c'est un défi qui date de 1608, mais il est encore cette notion-là en date d'aujourd'hui. Louis Hébert avait commencé il y a 400 ans, puis on est encore à l'étape de continuer à progresser. On en manque encore un bout. Avoir des services conseils à notre main pour être capable de nous conforter dans nos choix de production, dans nos types de production en tant que tels. Puis de s'assurer aussi qu'une fois que la récolte est effectuée, quelles sont les façons de faire pour préserver la qualité et s'assurer que la qualité que les producteurs ont réussi se retrouve sur le marché alimentaire. Donc, être capable de valoriser le mieux possible les efforts que les producteurs ont faits, chacun chez eux. Le blé est une vieille culture au Québec. Le professeur Patrick Mondler de l'Université Laval, aussi directeur du département d'agroéconomie, sa présentation « Le blé au Québec entre déclin et renaissance ». Une citation que j'ai trouvée dans un livre d'histoire. De Québec, on transporte par goélette et bateau les marchandises importées de France. Le blé et les pelleteries constituent la charge de retour. Les négociants qui commercent avec les Antilles, Louisbourg et l'île Saint-Jean drainent le blé vers Québec. On exporte alors 80 000 minots de blé par année. Je me suis dit, tiens, on exportait du blé avant ? Et donc, c'est ça qui a un petit peu amené notre question de recherche sur le blé. Pourquoi on s'est intéressé au blé ? Une conférence de presse de M. Legault en avril 2020 qui dit qu'il faut qu'on devienne autosuffisant sur certaines choses. Il pensait aux masques.
d'autres outils médicaux, mais quelqu'un lui a dit l'agriculture, il a dit l'agriculture aussi. Et du coup, ça s'est emballé, on a dit on va améliorer notre autonomie alimentaire, puis depuis, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans notre quotidien à tous. Et puis, quand on a regardé les choses, je me suis aperçu qu'on a beaucoup parlé, il fallait produire plus de tomates et plus de concombres sous des serres chauffées. Mais je me suis aperçu, puis je n'étonnerai personne ici, qu'en fait, on produit moins de 10% de notre blé panifiable. Donc, ça nous a intrigués. Et puis, on s'est aperçu que le blé, en fait, il avait eu des fluctuations, un fort recul de la place du blé au cours du 19e siècle, et puis un timide retour depuis 1961. Donc, notre objectif était bien entendu d'essayer de comprendre ces évolutions qui apparaissent assez contrastées. Alors, le déclin du blé. Pourquoi il y a eu un déclin du blé ? C'est là que c'est intéressant de fouiller un petit peu les historiens. En réalité, ils ont plein d'explications qui sont différentes. Alors, il y a plusieurs théories qui sont en parallèle, on pourra en discuter. Une des théories, c'est de dire les rendements n'étaient pas bons, il y avait des problèmes sanitaires, et puis les agriculteurs sont conservateurs, ils sont réticents à adopter de nouvelles techniques, les sols se sont épuisés, et la concurrence avec le Haut-Canada, de l'époque, l'Ontario aujourd'hui, c'est ça qui a fait que le blé a reculé au Québec. Il y a une autre façon de voir les choses qui était de penser que ça venait d'un héritage du régime seigneurial avec une hausse des redevances qui étaient réclamées par les seigneurs. Et puis ça a fait baisser la production de blé avec, en concurrence, l'essor de l'agriculture américaine, et donc une conjoncture relativement défavorable pour les exportations. Une troisième explication que j'ai trouvée aussi, c'était l'agriculture du Bas-Canada, le Québec, s'est restructurée à cause d'une instabilité de la demande extérieure. Et les agriculteurs ont réorienté leurs activités pour prendre en compte les signaux de marché. C'est intéressant parce que là, on a des agriculteurs proactifs qui réorientent leurs activités pour prendre en compte les signaux de marché, alors que la première théorie que je vous ai évoquée, on a des agriculteurs conservateurs qui ne veulent pas changer. C'est deux portraits qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, il y a un dernier aspect que j'ai trouvé aussi, c'est lié à des décisions, en fin de compte, politiques. Décision politique de l'Angleterre qui a soutenu l'expansion de l'agriculture céréalière du Haut-Canada, et puis par ses importations de beurre et de fromage, a favorisé la spécialisation animale, laitière entre autres, du futur Québec. Un accroissement des superficies en foin et en avoine et un recul du blé. Le blé est une culture difficile et les prix aux producteurs ne sont pas bons. On s'aperçoit qu'en 1961, il y avait du blé partout. En petite quantité, mais il y avait du blé partout. Donc du blé partout, en faible proportion, moins de 1% de la superficie des territoires, et puis de faibles superficies par ferme, en moyenne 2 hectares par ferme. Si je saute à 2016, il y a toujours du blé partout, mais on voit des territoires avec une plus forte présence du blé, les basses-terres du Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, et puis on voit aussi l'apparition modeste de pôles de production de blé dans le Témiscamingue, dans le Bas-Saint-Laurent, autour du lac Saint-Jean. Les superficies moyennes par ferme ont beaucoup augmenté. En 2016, on était à 29 hectares en moyenne. Alors, je distingue 3 phases là. Une première phase, 1961-1986. Regain d'intérêt de la part des producteurs et des organisations, une demande des grands moulins, de la recherche publique d'Agriculture Canada, et puis des universités, mon université, MIT. En 1986-2001, deuxième phase, arrêt des programmes, retrait d'AAC de la recherche sur le blé au Québec, concurrence de plus en plus forte du maïs, et puis l'arrivée du soya dans les champs québécois. Et puis, dernière phase, 2011-2021, un regain d'intérêt pour la boulangerie artisanale, des bénéfices agronomiques aussi qui sont avérés de mettre du blé dans la rotation des cultures. Et donc, on a un regain de la culture de blé depuis 2011. Pourtant, les prix restent peu favorables sur la période que nous avons étudiée. Il faudrait qu'il y ait un différentiel d'au moins $40 la tonne pour que le blé à destination de l'alimentation humaine par rapport au blé qui est destiné à l'alimentation animale. Et puis, ça dépasse rarement $30. Le rapport de force sur les prix est un peu plus favorable pour le blé biologique. Le producteur François Jaudoin de Varennes fait 150 hectares de blé. On a toujours fait du blé. Mon père en faisait. Ça a toujours été un peu dans notre mentalité de faire du blé. Durant les 20 dernières années, on a doublé les superficies de la ferme, mais on a maintenu le même ratio. On fait toujours environ 15% de nos superficies en blé. On prend toujours une partie du rendement du maïs et du soya. On en met toujours une partie dans la rentabilité du blé. Parce que vu qu'on somme du blé, on a un impact positif sur nos sols. On est capable de souvent améliorer nos sols aussi. On est capable d'étendre des engrais, faire des engrais verts, d'étendre des fumiers.
puis de mettre du compost. Le blé lui-même aussi, ça a un impact positif parce qu'un système racinaire de blé d'automne qui est bien établi, ça peut descendre jusqu'à 4 pieds de profond. On a vraiment été chanceux les 5 dernières années. On a eu des années assez exceptionnelles pour le blé d'automne. Ça n'a pas toujours été le cas. Mon père en faisait aussi du blé d'automne, mais avec les hivers du temps, si on peut dire, avec les fontes au printemps, puis après ça, des regains de froid, bien, les survies n'étaient vraiment pas à la hauteur. On était souvent obligé de le détruire au printemps. On fait du blé aussi parce qu'on trouve ça beau. Ça fait partie de notre désir. On a toujours aimé ça. Et puis, moi, ça fait toujours mon plaisir de travailler dans un beau champ de blé, que ce soit au printemps ou à la récolte. Ça fait partie de notre plaisir. Nous, on a atteint quand même pas mal notre maximum de superficie qu'on veut faire en blé. Parce que ça reste que c'est toujours plus risqué de semer du blé que de faire du soya et du maïs. Des éléments favorables à ça, la motivation liée aux attentes sociétales, il y a des aides. Le MAPAC encourage énormément cette pratique-là, mais ça reste que c'est toujours plus risqué. Ça nous aide aussi dans notre rotation, là. Dans le partage des travaux, on est capable d'en faire certaines choses l'été qu'on n'est pas capable de faire après la récolte de soya et de maïs. On peut drainer, on peut niveler et aussi les engrais et les fumiers aident énormément à l'amélioration du sol. Les éléments défavorables, bien ça, il y en a un petit peu plus. On fait partie d'un club conseil pour la gestion. Et puis, on a vu une année, sur au moins les 10 dernières années, que le blé est arrivé proche de la rentabilité. Pas à la rentabilité, est arrivé proche de la rentabilité. Fait que c'est clair que quand on prend la décision de faire du blé, on sait qu'on laisse de l'argent sur la table. Quand les prix des grains baissent, un peu comme cette année, c'est une décision de refaire du blé. On ferait un peu plus d'argent en faisant soit du maïs ou du soya. Selon Robert Beauchemin de la Milanaise et des Moulins de Soulanges, et qui représente le CETAC au sein de Concertation Grain Québec, on ne consacre pas assez de superficie au blé. Moi, ça fait 40 ans maintenant que je suis dans le métier de la meunerie. J'ai eu l'occasion de voir différentes phases et je peux constater que même dans des années plus difficiles, on a passé 2020, la pandémie, 2022, la guerre en Ukraine, tous ces changements-là, on est quand même dans une situation d'un marché qui s'élargit et qui se diversifie. Ça fait donc 20 ans, à peu près 2004, je pense que je m'étais assis avec Rudy Lexé, où on avait regardé un petit peu le portrait de comment est-ce que le bio montrait quand même un certain essoufflement, qu'on avait dit, je pense qu'il faut peut-être aller plus loin, justement, pour accroître la production bio, d'amener des producteurs qui ont fait des efforts environnementaux, de faire un petit peu plus d'accompagnement, possiblement les amener vers le bio, mais surtout de voir comment est-ce qu'on pouvait réduire notre impact environnemental. Donc, c'était le début d'une aventure qui nous a permis d'apprendre beaucoup, qui nous a permis surtout de participer à cette renaissance-là de la filière. Je me présente ici comme meunier, mais je vois l'effort quand je dis que le marché s'élargit. Entre début des années 2000 et maintenant, je vois tous les efforts des gens qui étaient là au même moment que nous autres, Farinard, des moulins qui se sont développés, je pense Moulin des Cèdres dans le coin de Vaudreuil, l'effort du moulin de Charlevoix, et d'autres entités de transformation qui se sont donné comme mission de valoriser la production de grains, de blé, et d'autres efforts qui s'en viennent, je pense à des efforts au niveau de l'avoine, au niveau de l'orge brassicole, Inomal, toutes sortes d'initiatives qui vont chercher à valoriser la production de grains alimentaires. Et là, malheureusement, on a un nombre d'hectares qui est limité, donc on va probablement devoir se vendre chacun au niveau de comment est-ce qu'on va se partager ces hectares-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'ouverture chez les producteurs qui veulent se diversifier. Donc, le cheminement, le marché qui s'est bâti avec l'ensemble des joueurs, quand on est arrivé, nous, fin des années 80, la boulangerie artisanale commençait à reprendre ses places tranquillement, un à la fois. Première moisson 92, la boulangerie artisanale qui s'est déployée et progressivement, je pense, des gens comme Saint-Méthode qui ont valorisé le blé du Québec dans toute la publicité qui s'est donnée. Donc, l'effort de filière, c'était justement de regrouper les semenciers, la R&D. Comme meunier, là, moi, j'ai des enjeux à concilier parce que j'ai les deux côtés. Donc, du côté des producteurs de grains, rentabilité, le partage des risques, les marges financières à l'hectare, l'accompagnement agronomique, valoriser la contribution environnementale, la relation d'affaires honnêtes,
la fierté aussi, quand M. Jaudoin disait « on continue à en faire parce qu'on aime ça », ça fait partie de ça. Les producteurs ont besoin de se réapproprier l'agronomie de cette plante-là qu'on a délaissée dans les 25-30 dernières années. Donc, de reprendre le blé de printemps. Il y a quelques années, en 2009, quand on a commencé à faire des essais en blé d'automne, le message, c'était « oh, ça ne marche pas ici au Québec ». 12-15 ans plus tard, il s'en fait de plus en plus de blé d'automne. On commence à mieux comprendre les sites qui sont aptes à la production de blé d'automne, les efforts variétaux. Donc, il y a du travail à faire, de la sélection variétale. Valoriser la contribution environnementale, les producteurs nous le disent, il y a beaucoup de pression sociétale de dire qu'il faut réduire les pesticides, tout ça. Il faut faire un effort. Et l'agriculteur, ce qu'il nous envoie comme message, c'est « oui, mais si c'est moi qui prends un risque, qui va m'accompagner là-dedans? Qui va s'assurer que je vais avoir à la fois un accompagnement, mais si je dois envoyer mon blé panifiable à l'industrie animale, ou même s'il est tellement déclassé par maladie fongique que je ne peux même pas l'envoyer à l'animal, est-ce que c'est moi qui prends la grande tasse à chacune de ces essais-là? Donc, comment faire reconnaître la contribution environnementale par le meunier, le boulanger et le consommateur à la fin? C'est sûr que quand on arrive dans des périodes inflationnistes comme présentement, c'est un message qui est plus difficile à passer, mais il y a une sensibilité quand même. Il y a une nouvelle génération qui est plus sensible. Il va falloir qu'on amène le message jusqu'aux consommateurs. Et la production de blé n'est pas bien appuyée. Entre autres, on ne fait presque pas de recherche de variétés au Québec. L'importance de la diversité des variétés de blé. Donc, on fait des mélanges de dosage un petit peu comme quand on va chercher de la peinture, puis on veut un verre bien spécifique, on va mettre un petit peu de ci, un petit peu de ça. On va faire la même approche en fabrication de farine pour des marchés spécifiques, que ce soit de la viennoiserie ou même un type de fermentation pour de la baguette. Ça va être d'aller chercher des variétés qui répondent aux besoins du client, tant en termes de couleur, de mâche, de croûte, et même pour le pain tranché, de voir comment est-ce que le comportement, la saveur, mais surtout le comportement fermentaire va s'activer. Ici au Québec, on a à peu près une vingtaine de variétés de blé panifiables qui sont inscrites au RGCQ. Sur ces 20 blés-là, effectivement, il y en a qui sont classés blé panifiables, mais qui sont quasiment beaucoup plus orientés vers le fourragé, mais on a classé quand même panifiables. Ce qu'on va chercher avant tout là, dans nos recommandations, des variétés, c'est des variétés qui performent avec le moins d'application d'azote possible. Donc, adapter la génétique aux attentes et au climat. Globalement, le marché du pain au Québec, même dans un contexte inflationniste, se tire assez bien d'affaires. Francis Parisien de la maison d'analyse de marché Nielsen. La boulangerie connaît l'inflation. En fait, si on regarde spécifiquement pour les catégories, ça tourne sensiblement autour de 6-7 % d'inflation. Il y a certaines exceptions, mais pour l'ensemble des catégories de la boulangerie, on le voit, ça a été une autre année d'inflation en 2023. Les consommateurs achètent moins d'items. Les ventes en unité baissent pour plusieurs catégories et plusieurs départements. Baissent ou restent stables. C'est 50 % des Canadiens et des Québécois qui disent seulement acheter l'essentiel depuis 12 mois. Et là, on le voit, une grande proportion de Québécois et de Canadiens qui disent seulement acheter l'essentiel. Puis quel impact que ça a sur les catégories de la boulangerie? En fait, vous vous en sortez pas si pire si on regarde la croissance des volumes unitaires. En fait, c'est des volumes en tonnage comparativement à l'année dernière. L'ensemble de la boulangerie, on est à +1 au niveau du tonnage. Si on regarde les deux sous-groupements, les pains préemballés, les petits pains préemballés, c'est stable à 0,1 % de croissance. Puis les desserts cuits au four, petits déjeuners cuits au magasin, +1 de croissance. La grosse catégorie qui occupe une grosse part des ventes de la boulangerie dans les supermarchés puis les mass merch de ce monde, c'est le pain préemballé. Malheureusement, une baisse de 1 %. Qu'est-ce qui explique cette baisse-là? C'est une baisse qui est très similaire avec d'autres catégories. En fait, je passerais plus de temps à regarder la performance, la croissance des petits pains préemballés ou des desserts cuits au four en magasin à 8 % de croissance. Donc, il y a de la croissance dans plusieurs catégories de boulangerie, puis ça, c'est des bonnes nouvelles. Le pain québécois doit compter sur de grands distributeurs pour trouver bonne place dans les épiceries. Annie Saint-Onge, vice-présidente et spécialiste de la boulangerie chez Métro. Nous reconnaissons que nourrir la santé et le bien-être de la communauté, ça passe par nos produits locaux, ça passe par le partenariat entre Métro et les fournisseurs d'ici. Notre politique d'achat local, dans le fond, ça s'inscrit dans notre démarche de responsabilité d'entreprise. Le but, c'est vraiment de soutenir nos communautés, d'adopter aussi des pratiques d'approvisionnement responsable,
et aussi de gérer l'empreinte environnementale. 3 grands objectifs reliés à ça, c'est vraiment de faciliter l'accès aux consommateurs pour les produits locaux, de bâtir des relations qui sont durables aussi avec nos fournisseurs locaux, innovants, des fournisseurs qui se démarquent par soit leurs produits ou des méthodes de production qui sont différentes. Et c'est sûr, c'est d'être un acteur clé dans le renforcement socio-économique de nos communautés. On a mis sur pied le programme Essor Québec. On a aussi créé des pods d'innovation qu'on appelle interdépartements. Les pods d'innovation, c'est des équipes qui travaillent ensemble. Et bien sûr, comme je vous le disais, bien, mobiliser nos marchands. C'est là que ça se passe, c'est en magasin que ça se passe. Donc, c'est vraiment là que c'est important, tout ce qui est exécution, magasin. On a chez Métro plus de 5400 produits locaux et on a supporté plus de 200 producteurs et fournisseurs d'ici depuis l'implantation de ce programme-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, il y a maintenant 3 ans, ce qu'on appelle des pods d'innovation. Dans chacun des départements, si je prends par exemple le département de la boulangerie, bien, j'ai une personne de mise en marché boulangerie qui travaille avec une personne du marketing, des opérations de détail et de la centrale d'achat qui vont avoir des mandats de développer le secteur de la boulangerie, mais un de leurs mandats aussi, c'est de faire arriver la politique d'achat local à travers notre programme de responsabilité d'entreprise. Le pain, peut-être bien davantage que d'autres aliments, doit se montrer éco-responsable. Daniel Lacoste, vice-président vente et marketing à Boulangerie Saint-Méthode. Il faut vraiment adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Il faut promouvoir des initiatives de développement durable. Il faut vraiment que ce soit un collectif. Puis je pense que Dimitri, le fait que tu aies réuni tout le monde dans la salle pour en jaser aujourd'hui, c'est qu'un début. Puis j'espère qu'on va continuer à faire ça pour se rallier tout le monde ensemble. Puis l'éducation des consommateurs. Le consommateur est complètement mélangé, là. C'est quoi qui va dans le bac bleu? C'est quoi qui va dans la poubelle? C'est quoi qui va dans la poubelle brune? Je fais quoi avec mes choses? Le consommateur, il ne sait plus qui croire puis comment le croire. Fait qu'on parlait de comment on peut commercialiser notre éco-responsabilité. Mais il y a des opportunités, là. J'ai de l'air négatif un peu, là, mais on va arriver dans le positif. Le pain a un avantage sur d'autres catégories. Pour produire 1 kilo de viande, ça prend 10 fois plus d'émissions de gaz que produire 1 kilo de pain. C'est 50 fois plus, pardon. Et le fromage, c'est 10 fois plus. Fait qu'on a un avantage là-dessus de dire que le pain, c'est quand même moins nocif pour l'environnement que d'autres catégories. Mais c'est dangereux aussi de dire ça. Mais on a cet avantage-là, puis il va falloir peut-être le commercialiser ou disons moins de l'amener d'une façon différente aux consommateurs. Le mot de la fin au président de Boulangerie Québec, Éric Côté, vice-président et directeur général de Première Moisson. Les défis sont nombreux. Le blé québécois, bien sûr, mais aussi la main-d'œuvre. Pour faire des pains maison, ça nous prend des boulangers, des artisans. Constat, manque de boulangers au Québec. Nous, on en emploie quand même énormément. Ça a été très difficile dans les dernières années d'avoir cette main-d'œuvre spécialisée-là. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais on se partage toute la même table, comme je dis. Puis avec le Conseil de la boulangerie du Québec, parler avec les gens des écoles, puis c'était pas rose-rose. Des fois, un candidat, des fois 2 candidats par année pour nous tous, fait que c'était difficile. On est en train de travailler là-dessus en tant qu'industrie au Conseil de la boulangerie du Québec, donc pour voir quelles actions concrètes on devrait faire pour mettre de l'avant la profession de boulanger, mais aussi toutes nos professions. Agriculteurs, ça ne se bouscule pas aux portes non plus, des boulangers, mais toute cette filière-là, elle est importante, il y a des besoins, il y a des demandes, le consommateur est là, mais on doit y répondre. Première moisson, on a pris le taureau par les cornes parce qu'on avait un besoin criant de trouver des boulangers, on est en expansion. Donc, on a été fiers de faire un partenariat avec une des grandes enseignes qui est l'ITHQ pour offrir une formation de boulanger. C'est unique au Québec, peut-être même au Canada, je n'ai pas vérifié, mais l'important, c'est d'associer 2 marques très fortes pour représenter l'expertise. Donc, un candidat ou une candidate qui va se présenter chez nous, qui va suivre une formation de 994 heures, va sortir avec un diplôme Première Moisson ITHQ. Ce qui est important, c'est pas juste ouvert à Première Moisson. J'encourage mes compétiteurs à appeler l'ITHQ puis à suivre cette formation-là, à la prendre, elle est disponible. Le but pour Première Moisson, c'est uniquement d'avoir des boulangers pour faire perdurer ce métier-là, pour qu'on puisse avoir des bons pains de qualité, des pains différents dans nos magasins. Donc, une journée de cours par semaine en ligne et 4 jours. Je vous le dis, là, dans les écoles, là, souvent, je vais apprendre à rouler une baguette, ça va prendre 1 heure. Puis nous, on prend ces étudiants-là, puis on les amène dans les premières moissons, puis on dit, tu vas en faire 400 en 1 heure. Souvent, ils disent, vous
Vous êtes malade, vous êtes fou, tu vas rentrer de nuit, jamais. Donc, de comprendre la réalité, c'est pour ça qu'on a créé cette école-là. C'est pour le mois prochain, la première cohorte. Nous avons reçu plus de 80 CV pour cette formation-là. On a eu du choix et on en a sélectionné 20. Ces 20-là, on les a pris par la main, on les a emmenés dans les boulangeries, on leur dit « Tu vas travailler de nuit, tu vas travailler dans la pâte, tu vas avoir chaud, tu vas avoir froid. » On leur a mis ça rose, autrement dit. Cette formation-là commence le 11 mars, donc on aura notre première cohorte, puis en espérant qu'on en ait plein pour toutes nos boulangeries artisanales du Québec. Ici Lionel Levac. Au plan de l'autonomie et de la sécurité alimentaire, la filière boulangère apparaît prioritaire. Mais, vous venez de l'entendre, les défis sont très nombreux. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.